Bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, pour bouffer d'air, on va vous parler de santé mentale. On va écouter 4 témoignages. J'espère qu'ils vont vous plaire. Sur ce, bonne écoute. Déjà, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement du coup? Alors oui, bonjour, je suis Paul Fatianelli-Brocard, je suis enseignant au lycée Jacques Fédère d'Épinay-sur-Seine. D'accord. Déjà, ça vous évoque quoi la santé mentale? Quelque chose dont on s'est mis à parler récemment, parce que moi à l'époque où j'étais au lycée, c'était pas comme ça que ça se formulait, c'est pas que ça existait pas, au contraire, c'est juste que ça portait pas ce nom-là, et que du coup ça permet de faire apparaître aussi l'extension, si vous voulez, de ce que ça peut représenter, le fait d'aller pas bien, et à quel point ça peut être fréquent, et à quel point ça peut être du coup aussi un enjeu de santé, et pas juste un sentiment passager sans réelle importance. Je trouve que ça donne un réel poids à ce que c'est, et je pense que c'est bien, je pense que c'est une avancée. Et vous connaissez la définition exacte de santé mentale? Non, mais je trouve que ça évoque plus spontanément le domaine de la psychiatrie ou des soins, quoi. Ce qui est relativement nouveau en fait. Pour le coup, c'est plus relatif à quelque chose de plus général. Ouais. Donc c'est un état de bien-être mental et social. Et c'est une absence de troubles mentaux, c'est lorsqu'on se sent bien dans son milieu social. Ouais. Du coup, on va passer aux questions. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme avant le confinement? Oui. Oui, parce que je côtoie des gens qui vont traverser des dépressions, et c'est un terme qui m'était familier aussi parce que je traînais aussi beaucoup sur internet, et du coup avant que le confinement fasse apparaître la détresse comme étant un enjeu de santé, c'est des choses dont on parlait beaucoup dans les milieux plutôt minoritaires sur internet, et du coup c'était pas la première fois qu'on entendait parler, mais c'était la première fois que c'était aussi largement évoqué. Et est-ce que vous pensez que vous faites attention aux autres? J'ai plutôt l'impression, mais après, c'est toujours très subjectif comme définition. Je pense que personne ne se décrirait spontanément comme ne faisant pas attention aux autres. Mais je pense que c'est possible de faire trop attention aux autres. Et quelle image vous vient à l'esprit lorsqu'on vous parle de troubles mentaux? Moi, je pense à la dépression en fait, parce que c'est des choses que je connais le mieux, et c'est aussi parce que c'est un des troubles les plus répandus, et je trouve que c'est important de garder à la fois je pense que ça peut être intéressant de se méfier de la psychiatrie et de l'appareil médical que ça peut représenter, parce que c'est pas nécessairement des choses pas de la médecine douce, comment qu'on puisse dire. Par contre, je pense que faire exister ça comme trouble, ça permet aussi de valider la demande de soins, et aussi de prendre ça au sérieux, et de se dire que en fait, considérer ça comme un trouble, une maladie, ça permet aussi de se dire qu'on peut être soigné, et que c'est pas honteux. Et vous trouvez ça tabou justement, à un certain temps? Oui, en partie, je pense que c'est en partie tabou. Ça dépend, je pense que ça dépend aussi des générations. Ça dépend de la familiarité qu'on a avec ce terme-là, et puis le fait de se décrire comme étant dépressif, ou ça dépend de l'importance qu'on accorde au diagnostic aussi. Mais moi, je me souviens que quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était un truc qu'on disait, les gens disaient qu'ils étaient déprimés. J'ai l'impression que c'est un terme qui a plus du tout le même sens aujourd'hui. Et c'est pas l'état de baisse de morale passager, ça peut aussi décrire quelque chose de grave. Et est-ce que vous avez des choses pour entretenir la santé mentale, ou votre santé mentale, pour le coup? Tout ce qui est fermé actuellement, par exemple. Après, c'est compliqué, c'est une question assez large, parce que de toute façon,
ça dépend de ce que les troubles ou l'état de détresse nous laissent faire aussi. Et je trouve que quand on traverse une dépression, on a beau savoir que ça peut être sympa d'aller au cinéma, c'est impossible en fait, c'est pas possible. Et du coup, je pense que c'est la première chose à faire, à mon sens, c'est quand même d'évaluer à la juste mesure ce qu'on traverse et quel type d'aide on peut solliciter. Il y a des gens qui peuvent prodiguer des soins. Alors après, chacun a les choses qui lui permettent de traverser l'existence sans trop de détresse, ou au moins de savoir qu'elle est supportable. Et des fois, moi je sais que moi il y a des moments où je trouve que certains recueils de poésie aident. Ça aide pas franchement à se sentir mieux, mais au moins ça aide à se dire qu'on est moins seul. Et est-ce que vous pensez qu'il y a assez de choses qui sont mises en place pour se sentir bien mentalement? Non. Non, je pense que c'est encore quelque chose qui est trop sous-évalué. Je pense que c'est quelque chose qu'on a encore tendance à penser comme un caprice ou un accessoire. Et je pense que c'est dangereux pour le coup. Je pense que ça devient de plus en plus un enjeu de santé publique, mais sans le sens sans les conséquences que ça devrait avoir en fait. Donc on a des phénomènes de sous-dotation des hôpitaux psychiatriques, de sous-diffusion des savoirs médicaux ou de l'importance de ce domaine-là dans nos vies. Et je pense c'est ahurissant les chiffres de la dépression à l'échelle mondiale. Et je trouve que ça crie aussi l'absence de prise en charge qui est liée à ce trouble, par exemple. Et maintenant, on va passer aux chiffres. Donc, comment vous pourriez expliquer, en parenthèse, que c'est les 15-25 ans qui sont le plus touchés par les troubles psychiatriques ou mentaux, en grande majorité? Parce que c'est une période, c'est un âge qui est très compliqué. Enfin, l'adolescence et le début de la vie adulte, c'est quand même l'âge des apprentissages les plus difficiles. Même s'il y en a d'autres après, hein, c'est jamais toujours. Il peut y avoir des choses compliquées à tout âge. C'est juste que là, c'est très compliqué de se construire soi par rapport aux autres, d'avoir à se projeter dans ce qu'on sera dans le futur. Je trouve que ça exige un courage, un réel courage de devoir faire face à ça, à qui on est en train de devenir. Et le contexte fait que c'est très difficile aussi d'être jeune. Enfin, je pense pas que les différences soient abyssales par rapport à juste la génération d'avant. Par contre, le futur, là, il est quand même difficile c'est difficile de regarder loin, enfin, surtout depuis un an. Et on a quand même l'impression d'une vie à l'arrêt. Donc ça ne fait qu'accentuer aussi ces choses, à mon avis. Et pareil, la même question, mais cette fois-ci, comment on pourrait expliquer que les minorités sexuelles et ethniques soient plus touchées? Parce qu'elles dégustent beaucoup plus de violence au quotidien. Ça, c'est une évidence. La violence sociale, elle a des conséquences sur les corps et sur les esprits. Et du coup, je trouve qu'on est soumis dans cette société capitaliste qui nous fait nous insérer dans la société de force par le travail. Déjà, on est soumis à une rigueur. Je ne sais pas si c'est le mot, mais à des forces de contrainte qui sont déjà extrêmement nocives, je pense. Et quand on est issu d'une minorité, pour le dire de manière générale, la violence que la société nous renvoie, elle est décuplée. Elle est à proportion du rejet ou de la singularité qu'on représente. Et du coup, c'est déjà difficile pour tout le monde de vivre une période comme celle-ci qui est compliquée, mais ça l'est encore plus quand on est sujet à une violence sociale qui est spécifique. Et vous nous avez dit au tout début que vous êtes enseignant. Ouais. Du coup, est-ce que vous comprenez lorsque vous voyez certains professeurs qui ont des burn-out, est-ce que vous pensez que c'est dû qu'à leur travail du coup? Ou au contraire, c'est dû à d'autres choses? Après, c'est plusieurs facteurs, je pense. Après,
ce qui est particulier avec le terme de burn-out, c'est que justement, c'est que ça fait apparaître les souffrances au travail. Et du coup, je pense que c'est bien de garder cette focale sur le travail, parce que justement, le travail, c'est aussi un facteur de détresse et de maladie. Hein, je veux dire, je pense que c'est la future forme de l'accident du travail, c'est ça, c'est cette espèce de déraillement qui se produit quand on ne peut plus. Et je pense que c'est dû au travail, mais c'est pas nécessairement dû... comment dire, le burn, enfin, je dis ça, ça n'engage que moi, et c'est aussi une parole de prof qui n'est pas spécialement avancée dans une... Enfin, j'ai pas des années d'enseignement derrière moi, mais dire que c'est dû au travail, c'est pas dire que c'est dû aux élèves. C'est dire aussi que l'enseignement, il se fait dans des conditions qui sont des conditions de pression, en fait. Et qui ne permettent pas, en fait, de tenir cette charge-là de manière sereine. Après, on peut être plus ou moins vulnérable à certains moments, et du coup, c'est là que les facteurs extérieurs viennent affaiblir ce qu'on peut tenir face au travail. Mais je trouve que ça peut être rude à certains moments, quoi, comme un métier en termes de santé mentale. Et par rapport aux élèves aussi, est-ce que du coup, ça peut vous arriver de voir un élève qui va mal et de vous dire qu'est-ce qu'il a, d'essayer d'aller vers lui, ou vous pensez que peut-être c'est indiscret? Moi, en tout cas, c'est des choses que je vois pas tout le temps, parce qu'en fait, les élèves qu'on a en face de nous, on les a qu'en tant qu'élèves, et c'est qu'une infime partie de ce qu'ils sont. Mais par contre, oui, la détresse, ça se voit. Mais en même temps, ça peut se voir de plein de manières. Et je trouve qu'on raisonne aussi beaucoup par rapport à notre expérience. Enfin, moi, je me souviens très bien de quelle expérience que j'ai eue quand j'étais au lycée, et je sais que j'étais très enthousiaste en cours, mais en très grande détresse ailleurs. Et du coup, je pense que c'est comme si on avait l'écran sur lequel l'élève projette ce qu'il est dans ce cercle-là, dans cet endroit fermé qu'est le lycée, qui n'était pas nécessairement représentatif de ce qu'il pouvait ressentir. Et après, quand on a vu que ça n'allait pas, c'est très compliqué d'aller vers, parce que déjà il faudrait pouvoir le faire sans brusquer sans brusquer la personne, sans qu'elle accepte de l'aide. Mais où est-ce qu'on est apte à donner de l'aide quand on n'est pas formé pour? C'est aussi une autre question. Et par rapport aux minorités, du coup, comment on pourrait dire ça? Si la société était plus tolérante, entre parenthèses, est-ce qu'il y aurait du coup moins ces soucis-là? Je pense que ça aiderait, en tout cas. Ça aiderait plein de jeunes de ne pas vivre dans une projection hyper négative de leur existence à l'époque où ils sont pas encore, ils se cherchent encore. Je pense que en effet, ça irait un peu mieux. Mais la tolérance ne sera pas à tout, quoi. Et je pense que on peut rêver d'un bouleversement social profond, quoi, plutôt que d'une société qui tolérerait. Je trouve que le terme, il est très très particulier. De tolérance, c'est quelque part la société supporte ces écarts, mais en fait, c'est plus que ça qu'il faut demander. C'est qu'on fasse de cette société un endroit qui est fait pour qu'on y vive et pas pour qu'on y soit exploité ou brisé par des choses qui sont censées nous dépasser, quoi. Et est-ce qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, maintenant, vous pensez que ça aide, au contraire, pour se sentir mieux, ou l'inverse? Les deux, je pense que ça peut permettre de... on l'a vu aussi sur des phénomènes de violence sexistes ou d'autres formes de violence. Ça permet ça permet de dire certaines choses. La parole, quand elle se libère, c'est l'expression consacrée. Elle a, je pense, un caractère thérapeutique, pas en soi. C'est les grands trucs de la cure analytique. Enfin, quand on va chez un psy, on a une cure par la parole, quoi. Donc, c'est vrai que dire les choses, on a tendance à penser que ça va forcément dans le bon sens. Après, ça peut aussi avoir le fonctionnement inverse, et ça peut entraîner
des trucs hyper toxiques, hein, les réseaux sociaux, parce que justement, ça reste quelque chose de virtuel. Donc l'aide, est-ce que c'est judicieux de vouloir la chercher là? Et aussi, enfin moi je pense aussi à toute cette explosion de cas de cyberharcèlement, hein, qui font qu'en fait, bien au contraire, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé des usagers de ces réseaux-là. On a presque fini. Du coup, est-ce que vous avez un message à faire passer ou un truc comme ça? J'ai envie de dire courage. Il y avait toute cette campagne à une époque on partit sur les réseaux sociaux qui s'appelait It Gets Better, qui était en gros ça va mieux en anglais, ça ira mieux, ça va aller mieux, qui s'adressait aux jeunes LGBT qui en prenaient plein la gueule à l'école. Et en même temps, j'ai envie d'y croire, en même temps, j'y crois pas, parce que je pense qu'il faut se battre pour que ça aille mieux. Et c'est pour ça que le courage, quoi. On bataillera, mais ça ira mieux, quoi. Donc, ce serait ça, le message. On se battra pour que ça aille mieux. Merci beaucoup. Merci à vous. On a fini. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Les autres sont disponibles sur le site du lycée. L'article papier aussi est disponible au CDI, dans le journal du lycée. Je vous invite fortement à le lire. Et sur ce, merci pour votre confiance, pour votre temps.